Never-ending darkness. In the vastness of stars, what do you see? Alors, nous sommes à Cannes pour cette nouvelle édition du Festival du jeu de société, Festival international, c'est important de le dire. C'est notre deuxième jour, on a déjà vu beaucoup de jeux hier, on en revoit encore aujourd'hui. Pour l'instant, dans les très bonnes surprises, hier on a parlé du jeu de Ravensburger, donc encore une nouvelle version de Villainous, c'est le Villainous Star Wars, qui est à mon sens une très bonne surprise, qui va dans la lignée de la licence. Aujourd'hui, on a été voir d'autres spécialistes du jeu, alors des noms beaucoup plus importants, et notamment on a pu voir Acropolis, qui est un excellent jeu qui a reçu d'ailleurs l'As d'or du jeu de société hier soir. Et puis on a rencontré aussi différents éditeurs et on vous fera un retour sur ces jeux parce que bon, on n'aurait pas assez de temps pour vous présenter tout ce qu'il y a. Ici à droite, on a majoritairement des éditeurs moins connus ou en tout cas avec des plus petites structures. Et ici sur la gauche, on va retrouver des gens comme Yellow, comme Asmodee qui est aussi présent. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de monde, il y a vraiment beaucoup de jeux et tout le monde s'y retrouve. Et comme vous pouvez le voir, c'est un grand succès sur ce festival. Il y a énormément de visiteurs pour ce premier jour. On est vendredi, donc on imagine samedi et dimanche l'affluence qu'il y aura. Bonjour à tous, c'est à mon tour de vous donner mon ressenti sur le salon et les petites découvertes. Alors hier on a fait pas mal de découvertes peu connues, pas des grandes maisons. Surtout il y a Brigand qui est le deuxième jeu des duos d'auteurs, qui à mon avis on va entendre beaucoup parler, qui est très bien, très dynamique, avec une rejouabilité énorme, avec un plateau amovible, ça va être génial. Aujourd'hui on a plus été du côté de Wilson Game avec Smart 10, ils ont une nouvelle version, la version impertinente, qui est la même idée de base, la même mécanique, sauf que là c'est avec des catégories un peu plus loufoques, adultes c'est 18+. Mais le jeu est beaucoup plus fun avec les mêmes mécaniques. Chez Wilson également il y a Bubbly, un petit jeu à partir de 6 ans, où il y a un joueur qui va jouer la bulle et tous les autres joueurs vont jouer le ciel. C'est asymétrique, c'est un contre tous, c'est très sympathique, c'est un système de cartes où il faut regarder un peu de mémoire, savoir ce que l'autre n'a plus de couleur. C'est accessible pour toute la famille, c'est très fun, on peut un peu embêter les autres, c'est super cool. Et en petite découverte de ce matin, un jeu qui vient du Périgord, une personne qui s'est auto-édité, qui a fait la DA tout seul, les dessins tout seul et auteur aussi de la mécanique de jeu. Il a tout est fait en France, c'est distribué dans des petits bocaux, on dirait qu'on va acheter de la terrine sur notre magasin. Ça s'appelle Aoka, c'est que des mécaniques avec le lore, c'est que des choses du Périgord, c'est très sympathique. Alors cet après-midi on va tester deux jeux là pour commencer qui sont des jeux issus de licences. Alors comme vous pouvez le voir là on va commencer déjà par E.T. qui est un jeu coopératif dans lequel on va interpréter les enfants. Alors le plateau de jeu pour l'instant est assez attractif, en tout cas moi ça me plaît. En plus comme je suis fan de E.T. ça va bien et juste après on va essayer de tester Retour vers le futur. Voilà, comme promis, maintenant on va attaquer Retour vers le futur, pareil, un jeu sous licence, toujours avec l'éditeur Funko Games. Un petit aperçu du plateau, voilà, et surtout du plateau joueur, voilà, et là notamment celui de Marty McFly. Franchement, première impression, le jeu a l'air super sympa, enfin, en tout cas visuellement l'esthétique est très belle et on a en plus la DeLorean qui est ici, c'est exceptionnel. Ici je vous présente un jeu qui devrait sortir pour le printemps 2024, c'est Once Upon a Line, on a testé, c'est un jeu, c'est une dinguerie avec des mots à retrouver en grattant sur des tablettes, c'est excellent. Et puis très bientôt on va vous faire une chronique de ce jeu, donc c'est Ragnarok Star, on a testé ça ce matin, c'est une dinguerie, on en parle très vite sur le site.
On continue avec Jeux Délire, donc vous voyez qui présente, qui va distribuer aussi Ragnarok Star. Jeux Délire, c'est une belle rencontre avec une société qui a juste 2 ans et qui va présenter pas mal de jeux, dont Parc Naturel, qui est un prototype encore et auquel on a eu le plaisir de jouer tout à l'heure, pour une sortie aussi prévue sur 2024. Et puis on a également joué, et on fera une chronique bientôt, avec Brigand. Voilà. Je vous montrerai tout à l'heure, on va faire une chronique aussi sur ce jeu-là. Un jeu excellent, on s'est beaucoup amusé et en plus on a eu le plaisir de rencontrer l'une des 2 auteurs. Alors ça y est, on est de retour de cette édition 2023 du Festival de Cannes. D'abord, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, le festival, ça a été, on a des chiffres quand même qui sont assez importants, et c'est bien de le dire parce que le Festival international du jeu de société de Cannes, c'est une manifestation qui chaque année prend de l'ampleur et qui est devenue l'une des manifestations majeures du jeu de société à l'international. Juste comme ça pour le savoir, c'est 73 000 entrées sur cette dernière édition, 5 200 professionnels dont 2600 visiteurs accrédités, 1400 compétiteurs de plus de 40 nationalités, pardon, 300 stands, ce qui représente plus de 500 auteurs de jeux, et surtout il y avait plus de 450 journalistes et influenceurs. C'est vous dire l'importance qu'a pris ce festival. Comme tous les ans, le festival a remis ses As d'or. Pour cette nouvelle édition, l'As d'or de l'année pour la catégorie enfant, c'était Flashback Zombie Kids qui a gagné l'As d'or enfant. Pour la partie initiée, c'est Challenger. Alors, ces 2 jeux, on n'a malheureusement pas eu la possibilité de les tester ici chez DVD Critique, mais en tout cas, vous aurez la possibilité de les voir dans les magasins dès à présent. Par contre, dans la catégorie expert, on a Ark Nova, mais Ark Nova, c'était l'un des très gros jeux de l'année dernière, avec un système où il fallait, donc c'est un deck building sur lequel il fallait gérer la création de notre propre zoo, avec une gestion de ressources, un jeu complet sur des parties d'environ 3 heures. C'est un jeu expert qu'on a adoré l'année dernière, donc on était très content au moment du palmarès que Ark Nova ait reçu cet As d'or. Et puis, l'As d'or du jeu de l'année, eh bien, c'est Acropolis. Alors, Acropolis, c'est un jeu qu'on a pu tester et sur lequel on fera certainement un article sur le site. L'intérêt d'Acropolis, eh bien, c'est d'abord, c'est une simplicité de jeu. Je sais pas ce que tu en penses. Ça se prend en main en 2 tours, et encore 2 tours en étant très gentil, enfin très méchant envers le jeu. On a tout de suite en main, on sait ce qu'il faut faire, c'est très visuel, il y a quasi peu de règles, on voit tout de suite ce qu'il faut faire, c'est très facile et très plaisant. Et l'intérêt en plus, c'est que le jeu propose aussi une variante. On verra parce que tu as un jeu à présenter sur lequel il y a aussi une variante qui ramène une dynamique supplémentaire. Réellement, le jeu se prend en main très rapidement. C'est un système d'association de tuiles, puisqu'on doit créer des quartiers, mais suivant certaines règles. Moi, honnêtement, j'ai perdu la partie comme à chaque fois, mais... C'est normal. Oui, voilà. Mais par contre, non, on s'est bien amusé. Puis surtout, voilà, c'est vraiment très simple. Et en même temps, il faut ajuster son jeu à chaque fois par rapport à ce que fait l'adversaire. Exactement. Bon, moi, je sais que je suis pas très, très bon tacticien, alors que mon ami ici à ma gauche, lui, l'est beaucoup plus. Ou juste un peu moins mauvais que toi. Ou juste un peu moins mauvais que moi. Mais en tout cas, Acropolis, c'est une excellente surprise et n'hésitez pas à vous jeter dessus parce qu'il est, il est très très bon. Maintenant, on va passer sur nos sélections de jeux. Je te laisse faire, Cyprien. Je pense que, comme on parlait des As d'or, c'était bon de passer. On est en train de parler des As d'or 2023 et peut-être que l'As d'or 2024, tu auras certainement nommé, c'est Brigand. Ça fait un peu penser à Ark Nova l'année dernière, pas du tout dans le style de jeu, mais dans l'engouement qu'il y a autour. Ark Nova l'année dernière, on entendait déjà parler de ça va peut-être être l'As d'or expert. Là, ça sent peut-être l'As d'or pour le jeu de l'année, tout simplement, parce que c'est pas initié, c'est pas expert et c'est pas pour enfants. C'est pour tout le monde, ça peut plaire à tout le monde. Il y a des mécaniques qui parlent à n'importe quel joueur. C'est très simple, il y a une rejouabilité énorme avec le plateau qui est amovible. C'est un jeu où il faut embêter les autres. Il y a un prince,
et il y a les autres. Le prince doit défendre le royaume parce que le roi est parti, et les voleurs, les brigands, vont essayer de voler le plus d'or possible. Et c'est un peu tous contre un, mais à la fois, il faut être le meilleur des voleurs, donc c'est très bien, beaucoup de dynamique, beaucoup de coups de fourberie, on va dire, pour rester poli, et c'est très génial. C'est très bien, pardon. Alors, pour la petite anecdote, quand même, on a joué avec l'un des deux auteurs, soyons honnêtes. J'ai respecté ma réputation et j'ai perdu, encore une fois. Toi aussi, je crois que tu as perdu. Pas je pense qu'elle avait déjà joué au jeu. Oui, il me semble. Qu'elle je pense qu'elle avait déjà joué. Bon voilà, Brigand, c'est chez Aspic Games et on vous le recommande largement. Souvenez-vous bien parce que ça va revenir très fort. Dans la gamme Roll and Write, on a découvert Colorado. Alors, pareil, on a discuté un petit peu avec l'auteur. L'intérêt de ce jeu, c'est qu'il vient renouveler le roll and write. En règle générale, ce type de jeu, on est un petit peu solitaire. On a notre carton sur lequel on va venir cocher nos cases, calculer nos points, et chacun est de son côté. Là, ici, dans Colorado, on va se retrouver avec une partie toujours solo, c'est-à-dire qu'on a notre carton et on coche nos points, nos progressions, mais il y a également un autre mode compétitif qui lui se trouve au milieu, c'est-à-dire que tout le monde va avoir cette plaque en commun et il va y avoir une course qui va se faire en plein milieu. Beaucoup plus d'interaction qu'un roll and write classique. Là c'est même appelé un call and write, ça veut dire qu'on va appeler un autre joueur la carte qu'on a besoin, donc ça fait participer tout le monde à notre tour. C'est pas juste moi je prends ça, c'est ce qu'il me faut, c'est à chaque tour on participe tout le monde et la carte est pour tout le monde. Donc il y a vraiment une interaction qui va être beaucoup plus grande que sur un roll and write classique. Déjà, le roll and write en général, on a toujours un mode solo. Sur Colorado, ça démarre à 2 personnes, c'est de 2 à 4 joueurs. Donc ça montre bien cette volonté de renouveler le genre et de faire quelque chose de moins égoïste. C'est quelque chose, vraiment, on est sur un jeu de société qui remet le groupe au centre de l'histoire. 45 minutes de jeu, c'est à partir de 14 ans. Colorado, c'est pareil, un excellent roll and write à garder en tête. Tu veux le présenter ? Parce qu'on a beaucoup aimé tous les deux. Alors c'est déjà disponible, c'était pas une nouveauté, mais on a adoré y jouer. C'est un jeu qu'on avait vu passer, mais on a pas eu la chance de mettre la main dessus, et là on a pu le tester. Et c'est génial, c'est Ragnarok Star, pardon, le nom est un peu difficile à prendre, mais très très drôle. Le jeu est bourré d'humour, que ce soit les illustrations, les noms. Ça mélange en fait les groupes de rock et des noms vikings, donc c'est très drôle. Le but, c'est tout simplement d'avoir notre salle de spectacle à remplir le mieux possible. Donc on va aller d'île en île, chercher des spectateurs, et il y a des catégories de spectateurs, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes. Il y a des objectifs à faire, on peut bloquer les autres, surtout, c'est très très bien, et c'est un jeu de programmation. On prépare son tour avant, donc on a un petit carton qu'on va écrire 1, 2, 3 ou 4, ce sont les étapes qu'on va faire, et bien sûr, il faut essayer de prévoir ce que l'autre va faire. Parce que si on prévoit quelque chose dans notre tête et que notre adversaire nous contre dès la première étape, ça met toutes nos étapes suivantes dans le vide. Donc c'est très bien, il faut anticiper ce que va faire l'adversaire, anticiper les mouvements, parce que la carte bouge, il y a des zones qui vont être fermées, parce qu'on se déplace en dracard, et des fois il y a des icebergs qui vont bloquer l'accès au dracard. Il faut jouer avec plein de petits pouvoirs, c'est super bien, et la thématique est très rigolote, et surtout les illustrations sont magnifiques. Et petite information complémentaire, c'est la même équipe qui a travaillé également sur Once Upon a Line, qu'on a pu tester et qu'on a énormément apprécié, parce que c'est pareil, c'est aussi Once Upon a Line, c'est aussi un jeu qui va venir renouveler un petit peu le roll and write. C'est le roll and write et même le jeu narratif, parce que là, par contre, on n'est pas du tout dans la même gamme de jeux, même si c'est la même équipe qui a travaillé dessus, ils sont vraiment renouvelés même dans la thématique. Once Upon a Line, c'est un jeu à gratter, donc on pense que c'est un roll and write classique, mais en fait on va gratter, c'est comme un ticket de la Française des Jeux, on va venir gratter des mots, et en fait c'est des mots qui sont liés à une trame, donc à une histoire, et donc on va voir par exemple la case grotte, et sur la case grotte il y a un autre mot qui va être en vert, on va dire ça c'est dans la zone verte, il y a plusieurs zones, chaque joueur a une zone, donc en fait faut collaborer, parce qu'on peut pas faire les mêmes choses. On a un héros, on n'a pas les mêmes pouvoirs, donc il faut collaborer. Et ce qui est bien, c'est que vraiment la trame, c'est le centre de tout. C'est qu'on sent qu'il y a vraiment une histoire et c'est pas un prétexte pour nous faire jouer à quelque chose. Cette histoire est très bien faite et on a beaucoup parlé avec l'équipe et vu comment ils construisent la sortie du jeu, c'est-à-dire qu'ils pensent déjà aux extensions avant la sortie, c'est qu'ils veulent vraiment faire un lore, quelque chose de complet autour de leur jeu et pas juste des add-ons pour vendre. Et c'est vraiment très, très plaisant. On sent qu'on est dans
dans une belle histoire. Et c'est le même principe avec Ragnarok. Ragnarok Star, ils l'ont fait également en pensant déjà aux extensions, ce qui permet, on a le jeu de base avec ses personnages, son humour, son système de gestion des salles de spectacle, mais ils ont pensé déjà aux extensions qui étaient déjà présentes également sur le stand des auteurs. Perte et fracas. Perte et fracas, voilà, merci. Ouais, c'est ça. Le jeu est à partir de 10 ans, 2 à 4 joueurs, pour des parties de 30 à 45 minutes. Ragnarok Star, c'est aussi une excellente découverte de cette dernière édition. Et puis, alors là, on va rentrer quand même... Alors c'est drôle parce que, on le sait, la raison pour laquelle DVD Critique s'est mis à présenter du jeu de société, c'est notamment parce qu'il y a un rapport direct, puisqu'on a beaucoup de jeux de société qui sortent sous licence. Alors, on a parlé des Villainous, l'année dernière, il y avait aussi, l'année dernière et l'année d'avant, il y a eu Les Dents de la Mer, il y a eu Shining, il y a eu, il m'en manque un... Jurassic Park, voilà, il y en a eu bien d'autres, bien sûr, qui sont arrivés après, mais là, nous, on a eu 2 coups de cœur. Alors moi, j'ai eu 2 coups de cœur, parce qu'il y a eu le Villainous Star Wars, évidemment, mais on a eu chacun notre coup de cœur sur un stand. C'est le stand de Funko. Alors, ça, Funko toi, tu m'as dit ce que je savais pas. Funko, ils font des jeux de société, mais ils sont connus pour autre chose. Surtout pour les figurines pop, il y a beaucoup de collectionneurs, c'est les petites figurines avec les grosses têtes qui bougent, c'est très connu, ça fait fureur, et c'est la même maison qui fait ça, mais là c'est la gamme jeux de société. Donc c'est Funko Games et pas Funko, le créateur de figurines, même si c'est la section Games. Donc on va vous présenter ces 2 jeux qui sont, alors pour ma part c'est E.T. l'extraterrestre en jeu de société, et pour toi c'est Retour vers le futur, pareil en jeu de société. Alors la première surprise, c'est que les 2 jeux ont été créés par le même auteur, à savoir Prospero Hall, qui s'est plongé dans les films et nous a sorti des jeux réellement complets et réellement inspirés du jeu, avec une progression. Alors pour E.T., elle est beaucoup plus simple, ou enfin en tout cas beaucoup plus linéaire, j'ai trouvé, que pour Retour vers le futur, qui a 3 axes de progression. Nous, sur E.T., on n'en a qu'une, à savoir récupérer les pièces pour permettre à E.T. de créer ses téléphones, pour ensuite l'amener dans la clairière, et pour qu'il puisse appeler ses amis pour qu'ils viennent le chercher. Donc il y a le vaisseau qui va faire une progression. Pour ce jeu, on est gêné par la police et par les agents qui nous poursuivent. Alors que pour Retour vers le futur... Alors Retour vers le futur, c'est beaucoup plus compliqué de trouver une trame de base, parce que il n'y a pas trop de missions à part retourner d'où on vient. Et je ne sais pas si vous vous souvenez dans le film, Marty a toujours une photo sur lui de sa famille, et plus l'histoire avance, plus la photo commence à s'effacer, parce qu'il doit retourner dans le présent pour que l'histoire soit comme elle est et ne pas changer la suite. Et là, en fait, l'auteur a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, c'est de remettre cette photo. Donc on a des tuiles, la photo est complète au début, et plus on avance dans le jeu, donc là c'est pas comme E.T. où E.T. Si on meurt, si E.T. meurt, le jeu s'arrête. Là, il n'y a pas de perte, c'est juste on a un temps, on a plusieurs tours, et si on a utilisé tous nos tours, c'est trop tard. Et donc là, la photo, on va retirer des tuiles, donc elle va s'effacer petit à petit, et le but c'est de retrouver l'amour des parents de Marty, avant que la photo s'efface, pour que du coup ils finissent ensemble et que Marty voit le jour et du coup ne disparaisse plus de la photo. On va être honnête, avec E.T., donc c'est la première partie qu'on a faite. Alors on était en fin de journée, il faut le dire, fin de séjour aussi, un peu fatigué. E.T., on l'a tué en 3 tours. Je crois à peu près. Ça doit être le record, je pense. Ouais. Oui, je crois que le monsieur qui nous expliquait comment jouer était assez surpris quand même qu'on ait réussi à le tuer en 3 tours, donc autant dire qu'on a été très mauvais. Il faut faire les téléphones, aller à la clairière, faire venir la soucoupe. On n'a même pas fait un seul téléphone. Rien. Et E.T. était déjà plus de ce monde. C'est ça. Je rappelle, c'est un jeu coopératif. C'est-à-dire qu'on était tous dessus quand même. Les 2 jeux sont coopératifs et très important parce qu'il faut vraiment... Tous les tours comptent, encore plus sur Retour vers le futur, vu que les tours sont comptés. S'il y a un tour qui ne suit pas la logique de l'équipe, c'est vraiment très chiant. Là, c'est par exemple le personnage de Biff Tannen dans Retour vers le futur qui embête Marty tout le film. Là, il nous embête aussi dans le jeu. Il faut faire très attention. Je confirme. Il faut faire très attention parce qu'il peut vite freiner la progression et nous empêcher de réparer la DeLorean et de faire rencontrer les parents de Marty. Et autant dire que Retour vers le futur, fin de séjour, fin de journée,
avec tous les jeux qu'on a vus, ça a été compliqué et que je salue encore le monsieur qui nous a expliqué comment jouer à Retour vers le futur, parce que on a vraiment été, enfin bon voilà, on a Biff Tannen, il nous a marqué, je pense qu'il nous marquera encore pour longtemps. On n'a pas été très studieux, mais ça ne nous a pas empêché d'aimer le jeu et de repartir avec. Parce que vraiment, c'est dans les deux jeux, c'est pas juste une licence qui a été posée sur une mécanique banale, c'est des mécaniques qui sont créées pour le jeu. Par exemple, le fait de construire, de réparer la DeLorean et la photo, si c'est pas dans Retour vers le futur, c'est des mécaniques qu'on ne voit pas. Là, E.T., le fait de faire les téléphones et d'attendre la soucoupe, c'est pareil. Donc, et il y a une mécanique aussi qui est très bien dans E.T., c'est qu'on a tous l'image d'E.T. dans le panier du vélo. Et ben pour déplacer E.T., et ben faut le mettre dans le panier d'un des joueurs pour le déplacer. Donc c'est vraiment, ils ont tout pris les images du film. Quand on joue au jeu, on voit des scènes du film, c'est sûr et certain. Et ça marche et c'est super bien. Alors, si vous voulez tuer E.T., on peut vous donner des indications, notamment déposer E.T. juste au pied de l'agent qui va lui faire perdre l'oubli. On l'a fait plusieurs fois, c'était pas bon. Bon voilà, bon tout ça pour dire, E.T. Back to the Future, ça c'est Funko. C'est 10 ans et plus, 2 à 4 joueurs. C'est pareil pour Retour vers le futur. Et il y a un autre jeu qu'on attend énormément, mais qui n'était pas dispo, qui sera pas dispo avant, Panam. Panam, c'est vers août il me semble. Pour l'instant il est dispo en anglais. Donc il était sur le stand, le jeu, mais il n'était pas jouable, il y avait juste à la boutique parce que la version anglaise est disponible. Donc ils en faisaient la promotion, mais il arrive se traduit et adapté pour la France d'ici août il me semble. Donc ça sera un jeu où il faudra gérer des compagnies aériennes, dont la Panam, et donc tout un jeu de développement de compagnies aériennes. Et ça a l'air très très prometteur. Et donc on attend, malheureusement on n'a pas pu le tester, mais de ce qu'on nous a dit ça a l'air très bien, il faut suivre ça en août. Et maintenant, je te laisse terminer cette vidéo en présentant... Alors, là, c'est un coup de cœur. C'est Cyprien qui a rencontré... Bah, je te laisse parler, en fait. Je te laisse dire comment tu as découvert ce jeu. On s'éloigne des licences hollywoodiennes et très connues sur un jeu qui nous vient du Périgord. Et non, ce n'est pas du foie gras que j'ai ramené de Cannes. C'est vraiment... là, c'est le packaging du jeu. Il est vendu comme ça. Donc, c'est à la base, c'est une personne... Donc, l'auteur... un hôtel à jeux et un bar à jeux avec des chambres thématiques, par exemple genre une chambre Dixit ou ainsi de suite. Et il a décidé, à côté de son activité de bar à jeux, de créer un jeu. Du coup il a pris le temps de faire comme il voulait, il n'avait pas de deadline, pas de choses d'éditeur, il a tout fait tout seul. Même les illustrations, sur le stand il y a même des dédicaces, il faisait les dessins lui-même, donc on voit très bien que c'est homemade à 100%. Et donc ce jeu s'appelle Oka. Donc tous les noms du jeu, même les couleurs choisies, c'est tout un rapport avec le Périgord. C'est-à-dire que Oka c'est en occitan, les couleurs, on a du rouge, on a du pourpre parce que c'est des blasons du Périgord. Tout est en lien, les oies, il a fait exprès que c'est une race qui existe vraiment dans le Périgord. Les maisons qui sont dessinées, c'est le type de maison qu'il y avait avant, des maisons en bois dans le Périgord. Donc tout est vraiment du terroir. Donc déjà, rien que ça, la DA du jeu, ça donne envie d'y jouer. Et les mécaniques sont très simples. Au début, c'est juste qu'on a une oie et on doit faire des recettes. Donc on va récupérer des grimoires. Sur les grimoires, il y a des recettes. Et on va récupérer des éléments, donc des fraises, des noix, pour faire les recettes. Et quand on bouge son pion, on remplace la tuile. Et à chaque fois, on remet le chemin. Donc c'est des petites tuiles. Et on crée un chemin petit à petit comme ça. Donc le chemin devient de plus en plus grand. Avec des rivières. Il y a plein de mécaniques pour aller plus vite. Et ça, c'est le jeu de base. Le jeu de base, c'est comme un tutoriel. Dès qu'on a compris ça, on a la mécanique. Et après, il y a une seconde couche. C'est là où il va y avoir des objectifs en commun, des objectifs donc, qui sont pour tout le monde ou alors cachés pour nous. Et là, ça rajoute de la mécanique du jeu, de la profondeur. Donc, comme on disait pour Ragnarok Star, pour Ragnarok Star ou pour d'autres jeux avec les extensions qui rapportent quelque chose. Voilà, il y a vraiment. Donc, c'est même pas une extension, c'est dans le même jeu. C'est juste que il y a l'intro et après vraiment on peut ajouter les règles. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a 4 règles en plus et on peut les ajouter soit une par une, si on joue par exemple avec des enfants ou des personnes qui ne sont pas habituées au jeu, ou sinon on peut y aller directement avec les 4 règles d'un coup et on part sur une difficulté qui va être pas beaucoup plus élevée, mais une mécanique de jeu et une interaction qui va être beaucoup plus élevée. Et c'est vraiment, vraiment cool. Et l'auteur, on voyait, était passionné. On sent que c'est quelque chose qu'il a fait en dehors de son métier. Donc c'était vraiment 100% passion. Et c'est génial. Et c'est la petite pépite, Aoka. Pas très connue pour l'instant, mais j'espère pour lui et pour le jeu parce qu'il mérite vraiment.
Pour conclure, nos impressions sur cette dernière édition du Festival international du jeu de société, c'était aussi la première édition réellement post-Covid avec une organisation libre, pas comme l'année dernière où il y avait encore des restrictions sanitaires qui venaient un petit peu plomber l'ambiance. Là, ce coup-ci, on retrouvait l'atmosphère du festival avant la crise sanitaire. Bon, on pourra regretter peut-être, histoire de gratter un petit peu, une organisation un peu chaotique avec beaucoup d'attentes, surtout au moment du palmarès des As d'Or. C'était un peu compliqué parce que c'était un peu l'anarchie pour rentrer dans le théâtre. La présentation des stands, les éditeurs ont joué le jeu, l'organisation aussi a joué le jeu en préparant des espaces. Notamment nous, on était là en tant que presse et on a pu à un moment donné, avec certains éditeurs, avoir un espace sans le public où on pouvait vraiment être concentré, sans le bruit qu'il pouvait y avoir autour. Ça, c'est bien. Ça nous a permis notamment de voir tu te rappelles Disney ? Pour Disney, pour le jeu de cartes, l'Orcana, mais ça on n'a pas le droit d'en parler. Qui est le futur jeu de cartes de Disney, mais pour le reste, voilà. On peut rien dire. Mais du coup, ça c'était bien. Même avec Atalia, il y avait un showroom où on a pu discuter plus précisément des jeux. Donc en dehors du public, et ça c'est super d'avoir les deux, de mélanger l'aspect public pour avoir l'engouement des gens et de se sentir dans un festival ou dans un salon, et le côté un peu plus privé pour parler, avoir des discussions beaucoup plus tranquilles autour des jeux et aborder des thèmes un peu plus sérieux. Ouais, et ce qui est bien, surtout, alors nous c'est ce qu'on a privilégié cette année, comparé à l'année dernière où on était plus à aller chercher des gros jeux, des gros éditeurs. Là, on a réellement cherché des nouveaux auteurs, des nouveaux éditeurs, et c'est passionnant, c'est parce qu'on se retrouve avec des gens qui aiment ça et qui vous communiquent ça. On fera un article d'ailleurs sur Philippe Moucheboeuf qu'on a rencontré et qui est l'auteur d'un jeu qui date, enfin qui a été édité pour la première fois en 1984 et qui est Fief, dont une nouvelle édition devrait voir le jour soit en 2023, soit en 2024, qui se situe en Angleterre et qui est juste une merveille. Et c'est pareil, le gars est passionné et il nous communique ça. Je crois qu'on a besoin de ce type de manifestation pour se reconnecter les uns aux autres. Pas besoin de téléphone, pas besoin d'ordinateur. Là, on est bien et on est tous ensemble. Alors pour moi, c'était la deuxième fois, donc c'était génial. C'est vrai que le côté où on voit des jeux, on s'est plus ciblé sur des jeux à venir ou des petits jeux. Et ça c'était très bien parce que surtout des Kickstarter ou des choses qui sont pas encore sorties, on peut voir les prototypes. Et donc ça ça donne à présager beaucoup de belles choses. Donc c'est pour ça que là on a certaines choses qu'on a adorées qu'on peut pas vous présenter parce qu'on a vu vraiment des prototypes. Je pense à Parc Naturel, qui est un jeu qui était pas du tout finalisé visuellement, mais génial dans la mécanique, donc des choses comme ça. Donc c'est vraiment ça que j'apprécie, plus que voir des gros stands. Ça fait toujours plaisir de voir le gros stand de Nilo pour voir les nouveautés, les grosses choses. Mais c'est vrai qu'aller chercher des petits créateurs, des petits auteurs, c'est génial, parce que ça change de ce qu'on peut trouver en boutique ou quoi que ce soit. Ça donne le côté exceptionnel du festival. Oui, ça donne un sens à notre visite parce qu'on se dit, bah voilà, on peut parler de ces auteurs-là, comme avec le jeu du Périgord, on peut parler de Once Upon a Line, on peut parler de Parc Naturel, de Brigands. Houblon aussi. Houblon, ouais, on le verra dans la vidéo, voilà, qui est un jeu... Campagne Kickstarter qui a commencé, mais un petit jeu sympathique, on a la chance d'être avec le créateur, des auteurs. Ouais. Donc, puis surtout, c'est ça aussi, ce qui est exceptionnel, c'est que vu que c'est le festival de Cannes, il y a les gens qui ont créé le jeu. Donc soit des éditeurs, ou alors s'ils l'ont pas créé, c'est des gens qui ont travaillé dès le début du projet. Et là, pour véhiculer l'esprit du jeu et la bonne humeur, c'est quand même beaucoup mieux que juste un vendeur qui va vous dire que ce jeu est bien. Donc on le croit, il n'y a pas de souci, mais quand c'est un mec qui a mis du temps, enfin une personne qui a mis du temps, beaucoup d'investissement là-dedans et beaucoup de passion, c'est très plaisant à échanger à échanger des parties, comme avec Brigand, notamment avec un des auteurs. Voilà, tout ça pour dire merci en tout cas mille fois aux organisateurs du Festival de Cannes de nous avoir une nouvelle fois invités, nous avoir permis de découvrir tous ces jeux. Merci aussi infiniment à toutes les personnes qui nous ont expliqué les règles, même quand c'était le matin qu'on avait les yeux un peu à moitié ouverts, ou le soir quand on n'en pouvait plus... comme là avec Retour vers le futur. Merci infiniment pour leur patience. Merci aux auteurs de nous avoir communiqué leur passion. Et puis, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 2024. Ok ? À très bientôt. Ciao.